Muriel et Jean Fabre, bonjour. Bonjour. Vous avez la gentillesse et la délicatesse de nous accorder un petit peu de temps donc, pour notre 2012 TV et après. Vous avez un point commun, hormis le fait que vous soyez déjà Marie et Fabre. Vous avez une histoire qui démarre avec votre jeune fille qui a eu à 11 ans un problème de cancer. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails par rapport à ça, vous, madame? Alors notre vie est complètement bouleversée et transformée à partir du moment où on apprend que notre fille, qui a 10 ans à l'époque, a un cancer très méchant, à développement très rapide, et à partir de là, c'était il y a 10 ans, se met en place un ensemble de choses au niveau des soins, au niveau du suivi, etc. Alors, vous l'avez refusé, vous avez dit c'est pas possible, comment vous avez réagi à l'annonce du diagnostic? Est-ce que vous avez dit pourquoi nous? Enfin, il y a des questions qu'on peut se poser à ce moment-là. Non, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé, jamais envisagé, c'est le cas de tout le monde. Mais une fois que c'est arrivé, on a pris la situation à bras-le-corps et on a essayé de trouver tous les moyens possibles pour qu'à la fois elle s'en sorte et qu'elle s'en sorte le mieux possible sans effets secondaires, que ce soit physique ou psychique. On ne réussit pas toujours, physiquement ça a bien marché, psychiquement c'est une bataille qui continue encore aujourd'hui. Alors vous, Jean Fabre, vous étiez donc employé par les Nations Unies du développement et physicien, et tout d'un coup votre vie a aussi basculé puisque vous êtes quand même intéressé de votre nature, de curiosité qui vous anime. Vous êtes intéressé à tout ce qui peut toucher la médecine, les médecines classiques et alternatives, afin de savoir si votre fille était entre de bonnes mains. Oui, donc ce qui est important, c'est de comprendre si la médecine telle qu'on l'utilise dans les hôpitaux ici est capable de répondre à tous les problèmes sans laisser des séquelles considérables. Quand on est face à des cancers rares, il faut aller trouver tout ce que les uns et les autres dans le monde entier sont capables d'apporter. Et là, on se rend compte qu'il y a des choses aussi bien dans la médecine chinoise, par exemple, qui peuvent apporter beaucoup. Notre fille a été soignée aussi à Singapour avec un type d'acupuncture très avancé qui a été mis au point par neuromédecin de l'université de Shandong, où on fait une acupuncture de type dite holographique, ce qui n'est pas du tout c'est le tissu du méridien. Donc, mais dans ce genre de choses, il y a la difficulté de faire rentrer ça dans l'hôpital. Donc on était dans un dialogue constant avec le dialogue médical. Ou conflit? Parce qu'on a peut-être pu penser qu'il y a 11 ans, ils auraient été réfractaires à ce genre d'approche. Quelquefois, c'était un petit peu à la limite tendu, mais c'était un peu tendu. Mais on avait quand même pris comme principe de jamais intervenir sans faire quelque chose, sans s'être mis d'accord avec les médecins, puisqu'il ne fallait pas faire non plus de choses qui étaient contre-productives par rapport à un traitement qui était établi. Et plusieurs fois, on a changé le cours de la thérapie en intervenant. Voilà. Donc il y a d'autres choses que les thérapies classiques qui consistent en fait à une chimiothérapie. Ça consiste à empoisonner quelqu'un et faire en sorte que la partie la plus faible de l'individu meure avant la partie la plus forte. Donc il y a d'autres approches, et en fait c'est grâce à des traitements complémentaires qu'on a fait pendant la chimiothérapie, au fur et à mesure que le traitement avançait, alors qu'au début, entre deux chimiothérapies, notre fille était tout le temps hospitalisée parce qu'elle était en défense immunitaire très basse et qu'elle faisait infection, pneumonie, autre chose de ce genre. Et bien petit à petit on est arrivé exactement à l'inverse, alors qu'elle aurait dû être plus épuisée, entre deux chimiothérapies, elle allait bien. Donc on avait déjà quelque chose de positif, mais on a fait ensuite des traitements qui se sont poursuivis pendant plusieurs années après. Aujourd'hui encore, peut-être pour lui donner la force, pour travailler aussi sur les causes et pas simplement sur les effets. D'accord. Alors vous, Muriel, vous avez donc réagi par rapport à ça en mettant en place une association ou un collectif qui s'appelle donc Côté Nuit, Côté Soleil. Et qu'est-ce que ça vous a incité de faire dans cette maladie de votre fille, en fait? Alors pendant cette traversée, comme on a passé plus d'1 an à l'hôpital jour et nuit, on s'est aperçu de plein de choses, et y compris qu'il y avait un énorme malentendu entre la perception qu'avait le public à l'extérieur et ce que nous on vivait à l'intérieur. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'allais faire quelque chose, et ce quelque chose s'est traduit par l'écriture d'un livre qui s'appelle Côté Nuit, Côté Soleil, aux éditions Sletkin, et qui est le recueil du témoignage de 10 adolescents qui ont eu un cancer. Ils ont eu ce cancer soit aussi bien à 3 ans, 4 ans, 6 ans, jusqu'à 18 ans. Et je leur ai demandé à chacun qu'est-ce qui leur était arrivé de plus terrible pendant
pendant cette maladie, quel était leur souvenir le plus épouvantable, en sachant que ce qu'ils allaient expliquer, c'est pas forcément la perception que nous, adultes, pouvons avoir. Et c'est très intéressant, en lisant les témoignages, de voir que justement, là où on peut imaginer que ce qui est le plus horrible, c'est une opération, pour un jeune, ça va être, par exemple, il y a une jeune fille qui raconte que pour elle, le moment le plus violent, alors qu'elle a eu plein d'opérations, ça a été de perdre ses cheveux. Et qu'à partir de ce moment-là, elle a perdu toute l'estime d'elle-même et que cette histoire continue des années et des années plus tard. Est-ce qu'ils avaient un point commun, ces enfants qui étaient frappés d'un cancer? Est-ce qu'il y avait un point commun Alors, ils ont... Vous pouvez les relier? Alors, ils ont des vécus très particuliers, très personnels, très singuliers et des points communs. Il y a des points communs physiques. C'est par exemple, ils ont tous eu ce qu'on appelle un porte-à-quatre, qui est une boîte par laquelle on injecte les médicaments. Et pour tous les jeunes avec qui j'ai travaillé, c'est un cauchemar que d'avoir cette boîte sous la peau et la sensation de ressentir les médicaments, etc. Le point commun, c'est beaucoup la peur de l'exclusion. Quand on est adolescent et qu'on est hospitalisé pendant très longtemps, on est coupé de son groupe, de ses pairs. Et quand on est adolescent, ce qui est le plus important, c'est de faire tribu avec ceux de son âge. C'est le rapport à la mort, parce que un service d'oncopédiatrie, il y a une particularité, c'est que c'est l'un des rares services où on meurt encore. Et quand un enfant ou un jeune est traité pendant 1 an dans un hôpital, il voit, ou il entend, ou il sait que certains sont morts. Donc ça les met dans une situation très paradoxale où il y a un sentiment de culpabilité qui est très fort. Il y a un premier sentiment de culpabilité qui est « Pourquoi est-ce que je suis tombée malade? Quelle faute j'ai commise? Pourquoi ?» Donc ça, c'est le premier niveau qui est commun à presque tous. Il y a un deuxième sentiment de culpabilité qui est l'effet que la maladie a sur les autres, sur les parents, sur la famille. Donc il y a un des témoins qui dit « C'est terrible de voir les siens souffrir, c'est terrible de voir ses parents vieillir. » Et il y a un troisième niveau de culpabilité qui est « On s'est tous battus de la même façon. Il y en a qui sont morts et moi je suis vivant. » Et ça, c'est quand même très difficile à gérer. Et l'une des fonctions du livre Côté nuit, côté soleil, c'est vraiment de transmettre cette information pour que la collectivité, aussi bien les parents, les amis et les gens dans leur ensemble, soient très très attentifs à ce que vit un adolescent qui est malade, parce que ce qu'il vit est très très complexe et il a besoin d'entendre du corps social certaines phrases et certains mots. Et par exemple, par rapport à la culpabilité, c'est très important que dans l'entourage, à un moment ou à un autre, quelqu'un dise « ça n'est pas ta faute, tu y es pour rien ». On ne sait pas très bien pourquoi c'est arrivé, mais voilà, maintenant on va continuer, on est là, on va te soutenir, on va marcher ensemble. Et pour que les autres soient là, il faut qu'ils comprennent ce qui se vit, qui se trame quand on passe par ce genre d'expérience. Est-ce que c'est pas quand même, je veux dire, le rôle des parents, des intimes proches, de soutenir l'enfant ou la personne pour qui on a de l'affection? Je pense que l'apport d'amour peut être plus important qu'un collectif social qui lui peut aussi avoir un rôle, mais qui ne sera quand même pas déterminant au point ou avec la même puissance que l'amour des parents. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que... Alors, c'est tout le monde, chacun, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà. Chacun est utile de là où il se trouve. Chacun prend sa part. Chacun doit prendre sa part. Alors, les parents, oui, bien sûr, parce que quand un enfant ou un jeune traverse ce genre d'expérience, il y a une phase de régression. Et surtout, quand ça arrive au moment de l'adolescence, c'est le moment où on déboulonne les statuts, où on se sépare des parents, où on s'en va. Et là, on est malade et tout d'un coup, on est à nouveau très dépendant des parents et on redevient comme un petit enfant. Et c'est aussi pour ça qu'il est très important de prendre soin des parents, parce que des parents qui vont mal, c'est des jeunes qui vont sentir ce mal-être des parents et qui vont puiser moins de force. Mais en même temps, vous disiez il faut beaucoup d'amour, mais des fois, dans ce genre d'expérience, trop d'amour, ça fait pas du bien. Et ma fille dirait trop d'amour, tue l'amour. Non mais voilà, mais c'est vrai, ça veut dire que, et ça fait partie des choses que nous avons appris et des choses qu'il est important de transmettre aux gens. À savoir que par exemple, quand vous avez un enfant qui est dans un hôpital, cancer ou autre chose d'ailleurs, et qui est soumis à des soins extrêmement difficiles et douloureux, où le pronostic vital
peut être engagé, vous en tant que parent, à partir de votre tête, à partir de vos tripes, à partir de tout. Ce que vous allez faire, c'est tout pour que votre enfant soit le mieux possible. Ça veut dire céder et lui offrir tout ce que vous pouvez lui offrir. Et des fois, vous pouvez offrir peu, et des fois, vous pouvez offrir beaucoup. En faisant ça, vous vous trompez complètement. C'est-à-dire que vous le mettez dans une situation d'exception, dans une situation... Il peut en abuser, enfin, je sais pas. Même pas, c'est même pas ça. C'est qu'il est mis à une place où quelque chose lui dit que c'est pas normal. Ouais, donc ça renforce encore cette notion de... Absolument. Or, quand vous écoutez ce que ces jeunes ont à dire, ils vous disent très clairement, ce qui était le plus important pour moi, c'était qu'on me traite normalement. Oui, que l'attitude ne change pas en fait. Voilà. Et Laura dit, je n'étais pas un cancer, j'étais Laura. Et quand on a passé son temps à aménager le monde le plus doux possible pour son enfant parce qu'il vit des choses épouvantables, une fois que tout ça se termine, c'est tellement compliqué de retrouver sa place de personne banale, de personne normale. C'est extrêmement compliqué. Et on peut développer des mécanismes où tout d'un coup, on va fabriquer des choses à son insu pour ramener ce regard sur soi. Voilà, c'est très délicat. Et c'est important, quand un parent est embarqué dans ce genre d'histoire, qu'il y ait quelqu'un qui puisse lui dire « Attention, si ton gamin... » Voilà, toute cette information, elle est très importante et c'est vraiment la fonction de ce livre, en écoutant. Alors, c'est pas un livre de morale, c'est pas un guide, c'est pas un ABC. Ce sont ce sont les témoignages de l'intérieur de jeunes qui ont vécu des choses et qui disent clairement, avec leur franchise, leur brutalité parfois, leur authenticité, voilà ce qui m'a fait du bien, voilà ce qui n'était pas utile pour moi, voilà ce dont j'ai besoin. On n'est pas assez présents les uns aux autres. Et le dialogue en humanité, c'est ça pourquoi on est là. Parce que justement, il faut qu'on se parle les uns les autres, il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on se devine derrière ce qui se passe. Donc allez regarder et soyons présents les uns aux autres. Et comprenons où sont les urgences, où sont les priorités. Et je le dis aussi bien à l'individu. Dans votre entourage, il y a certainement des gens qui sont en train de passer par des choses aussi difficiles. Il faut être présent auprès d'eux. Et je le dis aux politiques aussi, aux gens qui ont des responsabilités. Investissez là où il le faut, ne vous trompez pas d'endroit. Il y a des choses, des trottoirs qui peuvent attendre pour être arrangés, mais ce qui se passe dans l'hôpital, non, ça ne peut pas attendre. Donc mettons les choses, les priorités au bon endroit. Il faut que les hôpitaux soient équipés comme il le faut, qu'ils puissent accueillir aussi bien les familles qu'autre chose. Il faut que les médecins soient formés non seulement à donner des médicaments, mais à être ouverts, à savoir accueillir. Quand on fait rentrer dans la salle d'opération la sœur de notre fille qui a seulement 16 ans, pour qu'elle participe à l'endormissement, etc., il y a des endroits où ça semble impossible. Ça a été fait à New York, c'est possible. À Toulouse, à Bordeaux, à Nantes, c'est possible partout. Donc il y a des façons différentes de voir les choses. Et il faut aussi donc investir, il faut doter les hôpitaux en personnel formé, il faut mettre des psychologues à disposition. Quand vous devez annoncer à un enfant qu'on va lui retirer sa mâchoire, vous le faites comment? Et vous voyez comment l'enfant peut être désemparé et les parents dans une horreur absolue. Donc les accompagnements, tout ça, il faut rentrer dans une société de l'accompagnement, de la présence les uns aux autres. Je pourrais dire de l'amour, mais tout simplement, voilà. Une société de connexion et de prise de conscience. Écoutez, c'est un très très beau mot de la fin. On sent qu'il y a vraiment une passion qui vous anime. Je crois que le message que vous avez passé est suffisamment clair. En tout cas, merci Muriel. Merci Jean. Merci à vous.